What does self-care mean to you? Did you know it can mean more than getting a massage or regular exercise? It can also mean taking your contraceptive pill, checking your breast for lumps, or attending prenatal classes. With the right support, self-care puts the power to stay healthy in your hands. And best of all, these are all evidence-based ways to promote your well-being. For women and girls who may face barriers to receiving timely medical care, self-care with guidance from a health provider can help them stay well. It can even be life-saving. Self-management, like self-injectable contraception or self-managed medication abortion. Self-testing, like self-swabbing for human papillomavirus or home testing for HIV. And self-awareness, like accessing health information from a trusted peer or an app. Let's empower women and girls to participate in managing their own health, no matter where they live. Donc, bonjour, ça me fait un grand plaisir de vous accueillir à notre événement aujourd'hui pour souligner la Journée internationale des femmes, l'autogestion de la santé, les femmes aux commandes de leur santé. Mon nom est Gwyneth Thirlwell et je travaille avec l'équipe de philanthropie chez Médecins sans frontières Canada. Comme vous avez vu, MSF cherche à appuyer l'autogestion de la santé pour les femmes. Pour nous en parler plus de nos efforts vis-à-vis ces enjeux, nous avons aujourd'hui 3 expertes dans les domaines de santé des femmes, santé mentale et autogestion de la santé. Juste une petite note pour dire qu'ici au Canada et le Québec, on traduit le mot self-care vers autogestion, tandis qu'en Europe, on utilise plutôt auto-prise en charge. Donc, ça se peut que vous entendiez les 2 mots cet après-midi. Pour commencer, j'aimerais prendre quelques moments pour reconnaître les doyens des terres ici au Canada. Nous vivons toutes et tous sur les territoires non cédés. Ici à Montréal, je me retrouve sur les territoires non cédés de Kanien'kehá:ka, Mohawk. Je vous invite à réfléchir à ceux qui ont habité et soigné ces territoires pour des milliers d'années avant nous, mais encore plus, de réfléchir aux injustices qui leur ont été infligées, qu'ils subissent toujours. Et surtout, je vous encourage d'entreprendre des actions pour éliminer ces injustices. Médecins sans frontières est un organisme médico-humanitaire international et lauréat du prix Nobel de la paix. MSF fournit un soutien médical d'urgence à des personnes rendues vulnérables par un conflit, une crise, une catastrophe ou l'exclusion. Je tiens vraiment à remercier chacune et chacun d'entre vous pour votre soutien. Que votre soutien prend une forme d'assister aux événements, forme de dons annuels, mensuels, ou même que ce soutien soit de la bouche à l'oreille avec des amis. Je vous donne un grand merci. Grâce à vous, MSF peut apporter de l'aide médicale qui est indépendante, neutre et impartiale. Ça ne serait pas possible sans vous. Juste une petite explication que comme nous sommes un grand groupe aujourd'hui, nous avons désactivé les microphones et caméras des participants. Mais nous vous encourageons de poser vos questions en ligne via l'onglet Q&A ou via le chat Facebook. Et nous répondrons à toutes les questions à la fin des interventions des conférencières. Donc, pourquoi le thème autogestion de la santé aujourd'hui? Cette semaine, ça fait 1 année depuis que nous vivions avec le COVID au Canada. L'autogestion de la santé prit tout son sens cette année quand nous avons essayé de retrouver un équilibre sain dans nos vies tout en composant avec les restrictions. Ceci nous a inspirés ici chez MSF Canada de regarder ce que l'autogestion de la santé signifie pour les femmes et les filles dans les communautés où MSF travaille. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter 3 femmes douées, talentueuses, avec des connaissances extraordinaires qui vont vous présenter ces enjeux. Joanne Cyr
est une psychologue clinicienne et membre associative chez MSF Canada et MSF Suisse. Joanne travaille pour MSF depuis 10 ans, notamment en soutien des projets avec composantes pour les maladies chroniques et programmes communautaires luttant contre la violence sexuelle. Elle vient de compléter un mandat au siège de MSF Suisse en tant que référente pour le soutien technique au programme d'éducation thérapeutique, promotion de la santé et engagement communautaire. Depuis des années, elle encourage une approche centrée sur le patient dans nos projets. Et Joanne sera notre animatrice ce matin, cet après-midi, à partir de Genève. Nelly Staderini est une sage-femme française diplômée en santé publique. Elle a passé des années sur le terrain dans divers contextes humanitaires et a publié plusieurs livres et articles. Depuis 10 ans, elle travaille au siège de MSF Suisse aussi, comme référente en santé sexuelle et reproductive et sur les questions de violence sexuelle. Depuis 1 an, elle coordonne également l'unité de la santé des femmes et enfants. Et en ce moment, elle s'occupe de l'élaboration des stratégies d'intervention de MSF que fait de l'autogestion de la santé une priorité médicale. Nelly est aussi en Europe aujourd'hui. Finalement, mais non le moindre, nous avons Fouara Walompoumpou. Elle est une infirmière et sage-femme congolaise, diplômée en santé publique aussi. Depuis 2008, elle a travaillé avec MSF dans plus de 10 pays en Afrique, ainsi qu'en Haïti et au Yémen. Dans chaque contexte, Fouara travaille étroitement avec les femmes enceintes pour diminuer les risques face aux maladies graves telles que l'hépatite E, l'Ebola et le choléra. Elle a chapeauté la mise en œuvre de plusieurs initiatives pour assurer aux femmes un accès sanitaire et sécuritaire aux soins pour la santé sexuelle et reproductive. Ceci inclut le projet Sayana Press au Congo, dont vous entendrez parler sous peu. Fouara est actuellement à Burkina Faso et on espère que l'Internet va fonctionner bien, mais si jamais il y a quelques petites coquilles, on va s'arranger au cours de route. Donc, sans plus tarder, j'aimerais passer la parole à Joanne pour animer la discussion. Bienvenue à tous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cet événement. On est très content d'être avec vous, Nelly et moi, depuis Genève et Furaha depuis Burkina, comme on disait. Alors, aujourd'hui, on parle de l'autogestion de la santé pour les femmes aux commandes de leur santé. Alors, on voulait en discuter de ce sujet parce que, surtout, comme a souligné Gwyneth, depuis une année, exactement une année, on est vraiment confronté avec cette crise coronavirus, qu'on a moins, disons, de proximité avec nos projets et nos missions, c'est-à-dire à tous les niveaux. Et il fallait penser, en effet, des interventions créatives et plus poussées pour arriver à communiquer et donner des soins à des femmes et des filles. Pour ça, je vous dis qu'on est impliqué depuis des années dans l'autoprise en charge ou l'autogestion, surtout dans les projets de maladies chroniques, entre autres VIH, où on encourage vraiment une approche centrée sur le patient ou la patiente pour qu'elle puisse comprendre ses choix, ses options et qu'elle prenne des décisions informées, vraiment informées. Et avec l'appui d'autres femmes, ses pairs, les hommes dans leur famille, les hommes dans leur communauté, tout ça ensemble, c'est partie de ce qu'on fait dans la promotion de la santé et l'engagement communautaire. C'est de promouvoir quelles sont des méthodes ou des interventions d'autoprise en soins, d'autoprise en charge qui pourraient bénéficier la santé des femmes, leurs enfants et leurs familles. Next, prochain. Alors, MSF dans le monde, vous connaissez peut-être un peu, on a des missions dans 74, je pense, pays en ce moment, avec des projets on a nommé un peu dans des endroits où il y a des conflits, de guerre, des déplacements, des réfugiés, des catastrophes,
aussi des endroits où il y a peu d'accès aux soins. Et on voulait souligner, vous voyez en rouge, c'est les pays donc on est présent, et on a souligné 6 endroits qu'on a vraiment travaillé sur cet élément d'autogestion de la santé de la femme en Amérique centrale, le Moyen-Orient, la République démocratique du Congo, le Malawi, Mozambique et Eswatini, tout petit pays. Donc, on a beaucoup de recherches sur l'autoprise en charge. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. Alors, on veut pas juste permettre aux femmes et aux filles de contribuer à leur propre santé, à leur bien-être, mais de le promouvoir et de leur donner du pouvoir sur leur propre santé. Alors, dans la définition de l'OMS de l'autoprise en charge, on parle de la capacité des personnes, des familles et des communautés de promouvoir leur santé, prévenir les maladies, rester en bonne santé et à vivre avec la maladie et les handicaps, avec ou sans le soutien d'un agent de santé. Nous, chez MSF, notre objectif dans cette définition, c'est d'offrir une approche centrée sur la patiente en apportant aux personnes les connaissances et les compétences nécessaires pour effectuer une autoprise en charge en toute sécurité, tout en maintenant l'accès aux services de santé si elles le souhaitent. Alors, nous, notre expérience, c'est clair qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles, d'adolescentes qui cherchent des soins de santé ou des soins ailleurs que dans les structures de santé. Et ça, c'est devenu très évident depuis des années et il fallait penser vraiment comment accéder à des populations les plus vulnérables. Et par les plus vulnérables, on veut dire les gens qui ont moins accès, moins tendance à avoir accès ou moins confiance dans les services de santé. Alors voilà que les interventions en autoprise de la santé aident vraiment les femmes à prendre les choses en main pour elles et surtout dans le contexte où on a beaucoup de patients qui sont réfugiés ou déplacés, elles ont des moyens de continuer à autogérer leur santé sans un accès formel à des services de santé. Alors, prochaine slide. Alors, l'autoprise en charge, globalement, c'est très large. On peut parler on comprend 3 points principaux. Allez-y, prochain point. L'autogestion de la médication, des soins et des examens de l'injection et de l'administration des médicaments. Alors, vous voyez comme exemple une photo en bas à gauche. C'était une femme qui est enseignée par une conseillère, ou une éducatrice qui fait l'éducation sur comment prendre les antirétroviraux, le médicament qu'on donne contre le VIH, pour éviter soit une infection, prévenir une infection ou traiter une infection. Aussi à droite, vous voyez une photo d'une femme qui reçoit une injection de Sayana Press, le nom, la marque une dose de Depo-Prevora pour éviter la grossesse. Alors, nous avons l'intention de démontrer en première ligne comment le faire et après la femme doit l'autogérer. On lui donne des petites devices qu'ils le prennent eux-mêmes. Alors, l'autodépistage inclut le prélèvement, le dépistage, le diagnostic et la collecte, le suivi. Ça, vous allez voir quand on parle de l'autodépistage du VIH et l'autoprélèvement pour le cancer cervical. Encore plus globalement, l'auto-éducation, l'auto-efficacité et l'autodétermination sont tous des concepts qu'on veut promouvoir, que les femmes, les filles et les personnes autour d'elles ont accès à une information fiable et basée sur l'évidence. Alors, plus qu'elles développent les compétences et la capacité de prendre des décisions pour elles, plus elles sont
en capacité d'avoir des meilleurs résultats dans leur vie, de prévenir des complications et des risques. Alors maintenant, je passe la parole à ma collègue Nelly. On travaille depuis des années ensemble. Nelly, bienvenue. Merci Joanne. Donc oui, je vais prendre le relais pour quelques slides et puis ensuite je donnerai le relais à Foura pour ses expériences de terrain. Donc, qu'est-ce que l'autoprise en charge? Bon, Joanne a un petit peu expliqué. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est une approche qui est basée, qui est centrée sur le patient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un patient qui vient vers nous, c'est nous qui allons vers le patient et qui le remettons vraiment au cœur de sa prise en charge individuelle de santé. Alors évidemment, ça s'est basé sur du volontariat, il faut que les gens soient d'accord, mais on se rend compte qu'en général, quand on le propose, les gens sont plutôt d'accord avec ça. Alors évidemment, c'est quelque chose qui est une très belle idée. Après, concrètement, pour arriver à ça, c'est toute une chaîne d'activités à mettre en place, c'est transférer des connaissances, c'est transférer des compétences. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut informer le patient sur ce qu'il va devoir faire, puis il faut voir s'il a compris, puis il faut voir s'il va réussir à le faire, puis quand il le fait, est-ce qu'il le fait bien, puis quand il le fait bien, est-ce qu'il le fait au bon moment. Donc en fait, c'est quand même beaucoup de choses à transférer au niveau individuel et puis de suivre pour que ce soit effectivement, cela représente une qualité des soins. Ce n'est pas uniquement un transfert de compétences, c'est être sûr que ce soit bien fait. Voilà. Alors après, sur l'autoprise en charge, les exemples, on a déjà vu un petit peu avec Joanne en quoi ça consiste. Mais c'est pareil, c'est uniquement une partie des soins qui va être intégrée dans un système plus global. Alors je dis ça parce que par exemple, quand on fait effectivement cette auto-injection de contraception, il va quand même falloir à un moment donné lui redonner des doses. Donc il va falloir avoir un contact avec le système de soins. Quand on fait un autotest pour voir si on est positif au niveau du VIH, si jamais on est positif, il va aussi falloir confirmer le test et puis il va falloir commencer à prendre des traitements. Donc, il va falloir avoir un lien avec des personnels de santé et puis des structures de soins. Donc, ça n'est pas la panacée en elle-même, mais c'est vraiment une entrée dans les soins. C'est quelque chose qui permet d'avoir un contact, un diagnostic plus précoce et puis probablement plus de confort pour les gens pour se traiter à la maison. Next slide, s'il vous plaît. Alors, pourquoi c'est quelque chose qui est important, et notamment chez les femmes? On se rend compte que malgré toutes les stratégies qu'on met en place, on a énormément de femmes qui sont encore privées de l'accès aux soins, en tout cas dans les contextes d'intervention pour MSF, soit parce que malgré tout ce qu'on fait, l'accès est quelque chose qui est difficile, soit aussi parce que pour plein de raisons, les femmes restent stigmatisées et n'osent pas forcément venir nous voir. Donc un exemple très concret, c'est l'accès aux moyens de contraception dits modernes, qui est donc la pilule, l'injection, même le préservatif et des implants ou des stérilés. On a encore un quart des femmes en âge de procréer qui aujourd'hui n'ont pas accès à ces moyens de contraception. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pose quand même souci et sur lequel on voudrait améliorer l'accès. Une des autres choses sur lesquelles on travaille énormément depuis quelques années à Médecins sans frontières, c'est de réduire les avortements qui sont non médicalisés parce qu'il reste une des causes majeures, malheureusement, de décès chez les femmes enceintes aujourd'hui. Donc, on a des maternités où presque 30% des décès qu'on voit sont liés à ces avortements clandestins ou faits dans des conditions non sécures. Prochaine diapositive. Voilà, donc on a vu, évidemment, à MSF, on travaille dans des endroits où il y a plein de raisons pour être entravé dans ces accès aux soins. Ça peut être de l'ordre économique, social, logistique, et puis surtout, malheureusement, en fait, on a une accumulation de ces entraves qui fait que si on travaille si on améliore en leur donnant, par exemple, de l'argent pour venir nous voir, en fait, les routes ne sont pas accessibles. Et puis, quand les routes sont accessibles, c'est la sécurité qui ne va pas. Donc, c'est quand même assez complexe de pouvoir jouer sur tous les niveaux en même temps. À ça se rajoutent malheureusement des contextes de violence, des contextes dans lesquels il y a pas mal de discrimination. Je pense notamment à la population des adolescents, tout ce qui est aussi les LGTB aujourd'hui. On a encore beaucoup à faire sur ces choses-là. Et puis, dans ce qu'on appelle les crises humanitaires aiguës, même si on travaille, nous, avec des structures de santé potentiellement déjà existantes, la disponibilité de ces structures, l'état dans lequel ils sont, la possibilité d'avoir du matériel, des médicaments ou même ne serait-ce que du personnel de santé compétent, dans des crises humanitaires, c'est un vrai challenge qui fait que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a du mal à pouvoir offrir ce qu'on veut.
La pandémie actuelle n'a rien fait pour arranger, elle n'a fait qu'amplifier en fait ces problèmes d'accès, et notamment pour les femmes dans les soins de santé sexuelle et reproductive. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de soins qui n'ont pas été considérés comme essentiels, et déjà ça a été une lutte en soi. Ensuite, quand ils ont été considérés comme essentiels, s'il y avait par exemple du personnel qui était infecté dans les maternités, il a fallu mettre en stand-by les maternités pour éviter d'infecter les femmes. Dans d'autres endroits, il a fallu mettre en stand-by nos activités parce qu'il a fallu faire une réallocation de notre personnel vers des choses qui étaient considérées plus importantes à ce moment-là. Donc, bien sûr, au niveau interne, on a eu un impact et on a vu les contextes dans lesquels on était avec des impacts dans les autres partenaires et notamment pour les ministères de santé. Et puis, une des autres choses aussi, c'est que parfois, on voit que les femmes renoncent elles-mêmes à venir nous consulter, à demander des soins pour plein de raisons. Et puis ça aussi, c'est à nous à voir comment on peut être plus proactif pour aller les voir, pour aller vers elles. Next slide. Alors concrètement, à MSF, comment on peut soutenir cette prise en charge? On innove. En fait, on passe notre vie à innover, on passe notre vie à essayer des nouvelles approches. Et puis tout ça dans vraiment toujours le même but qui est d'éviter cette exclusion potentielle des soins qu'on voit à tous les niveaux. Alors ça, c'est une belle idée. Après, il faut être sûr que ça représente une valeur ajoutée pour les populations avec lesquelles on travaille. Et puis, la seule manière d'être sûr qu'on fait quelque chose d'intelligent et d'intéressant, c'est de dialoguer avec ces communautés, de vraiment les avoir, ce qu'on dit on board, c'est-à-dire avec nous dès le départ. Donc, c'est de faire les choses avec les gens et non pas seulement pour les gens. Et puis ça, c'est vraiment déjà une manière de changer de paradigme à MSF. Et puis, pour tout ça, il faut renforcer en fait les capacités qu'ont les personnels soignants pour permettre cette autoprise en charge, c'est-à-dire de lâcher prise un petit peu de leur pouvoir médical qu'ils ont sur les patients. Alors, ça peut être très inconscient, hein, ce sont des biais inconscients, mais voilà, il y a vraiment tout ce transfert à faire aujourd'hui. Next slide. Donc voilà, donc on a vu avec les petites vidéos qu'on a mis à disposition pour la Journée de la femme cette année, on pilote plein de choses, donc sur l'autotest du VIH, l'autotest du HPV pour éviter le cancer du col de l'utérus, l'autotest au niveau des contraceptions, la prise en charge des avortements à domicile. Donc on est un petit peu en train d'essayer ça. Il y a certaines choses qui restent vraiment de l'ordre de projet pilote, et puis il y a d'autres choses où vraiment on est assez mûr pour faire un scale-up, c'est-à-dire arriver à étendre ces nouvelles stratégies dans tous les projets. Une chose aussi qui est importante à dire, c'est que ce sont des stratégies additionnelles par rapport à des structures de santé qui sont existantes et qu'on appuie aussi en général, parce qu'il va toujours y avoir ce lien avec un professionnel de santé. Donc, on doit intégrer par rapport à un système de santé qui est existant, mais l'idée n'est absolument pas de se substituer. On est vraiment dans une logique de continuité, ce qu'on appelle le continuum des soins. Et puis, pour tout ça, évidemment, il nous faut l'aide des femmes, des filles, et puis d'innover aussi avec elles pour aller encore plus loin demain. Prochaine slide. Donc, les exemples. Alors, l'autotest VIH, qui n'est pas quelque chose d'ailleurs forcément très développé ou connu chez nous, c'est des tests salivaires. Alors, on va voir les développements aussi avec le Covid, ça va être intéressant. Et puis, en fait, ça donne la possibilité à la personne qui fait ce test chez elle de le faire quand elle veut, de se mettre en bonnes conditions, d'être notamment dans des conditions de confidentialité, et puis aussi d'avoir une conscientisation de qu'est-ce que ça veut dire de faire un test, de qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir le résultat, qu'est-ce qu'on va en faire. Donc ça, je pense que c'est aussi une étape qui est très intéressante. Après, les gens, ils vont attendre quelques minutes une fois qu'ils ont fait le test et puis ils vont voir apparaître le résultat. Donc, il faut aussi éduquer les gens pour comprendre ce que ça veut dire qu'un résultat, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour eux et qu'est-ce qu'ils vont en faire. Évidemment, après, la prise en charge médicale et puis notamment la mise sous traitement va nécessiter un relais avec du personnel de santé. En ce qui concerne l'autoprélèvement du HPV, donc le papillomavirus, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que les femmes font donc un prélèvement au niveau vaginal. Donc il y a toute l'éducation aussi au niveau de leur sexualité qui peut aller avec, qui est intéressante. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elles vont avoir cet examen, pareil, il va falloir avoir un relais pour que quelqu'un au niveau d'un centre de santé ou d'un hôpital puisse examiner en fait et puis diagnostiquer qu'est-ce qu'il y a sur ce test. Donc c'est une première étape, mais c'est pas une étape qui suffit en elle-même. L'autogestion du contraceptif, je vais en laisser parler Fora un peu plus tard. Alors moi, je vais me concentrer un tout petit peu sur cette question d'avortement médicalisé parce que c'est plus qu'une évolution, c'est une révolution aujourd'hui pour les femmes qu'on aide. Premièrement, parce que c'est le soin le plus difficile d'accès encore aujourd'hui et aussi parce qu'il y a eu énormément d'innovations en termes de possibilités
avec notamment un régime médicamenteux qui est extrêmement simple aujourd'hui et qui permet aux femmes de faire cette autogestion seules, à domicile, ou en tout cas être entourées par les personnes de leur choix. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ça permet d'avoir une assistance à distance, par téléphone, avec un personnel compétent de son choix. Mais bien sûr, pour tout ça, il va falloir avoir un premier contact avec la patiente, pour faire un examen, pour discuter avec elle, pour pouvoir lui fournir les médicaments, même si ensuite elle les prend à domicile. Et puis, il faut lui fournir des instructions et un conseil. Ce qu'on a aussi amélioré, c'est la possibilité pour ces femmes d'avoir une information précoce sur la contraception, parce que souvent, en fait, elles n'étaient pas sous contraception par manque d'accès. Donc, on leur offre cet accès et puis surtout, on les soutient émotionnellement. Voilà. Après, dans les perspectives d'avenir, aujourd'hui, on est en train de travailler sur mettre en place des lignes d'assistance téléphonique gratuites, qui se sont beaucoup développées dans le monde avec le Covid. Et puis même, on réfléchit sur comment livrer directement à domicile les médicaments et les instructions pour les femmes. Prochaine diapositive. Donc, en conclusion, ce qui nous intéresse, en tout cas à Médecins sans frontières et puis avec les populations qu'on dessert, c'est de continuer à offrir des soins de qualité. La différence, c'est que ça va être centré autour du patient et non pas être centré autour d'un centre de santé. C'est l'individualisation des soins qui rend les choses beaucoup plus confortables, beaucoup plus confidentielles pour les populations avec lesquelles on travaille. Donc, l'autoprise en charge là-dedans est une stratégie extrêmement intéressante, qui offre beaucoup de perspectives d'avenir, mais sur lequel il va falloir investir parce que ça demande aussi de changer un petit peu nos manières de travailler, notre manière de se relationner avec les patients et les patientes. Donc, je l'ai déjà dit, toujours être sûr qu'on a quand même un lien avec une structure médicale et puis l'intégrer dans un système de soins. Après, le but final pour nous, il est très clair, hein, c'est permettre aux gens, aux femmes, aux filles de reprendre le contrôle sur leur santé et le bien-être qui va avec. Je pense que c'est la dernière diapositive de mon côté. Je vous remercie. Foura, je te donne la parole et puis tu vas nous parler plus concrètement d'exemples de choses que tu as réussi à mettre en place sur le terrain. À toi. Merci beaucoup pour la parole. Aujourd'hui, je vais partager mon expérience terrain sur les deux thématiques, prise en charge des avortements sécurisés et comment j'ai mis en place les méthodes de Sayana-Press, les soins auto-administrés. Au Congo, c'est au Congo que j'ai mis en place les méthodes de soins auto-administrés de Sayana-Press. Au départ, avant qu'on commence les activités de Sayana-Press, il y avait les 4 problèmes, 4 barrières qui faisaient à ce que les femmes n'avaient pas accès aux méthodes de planification familiale. Il y avait accès géographique où les femmes marchaient 2 à 50 km pour chercher les services de planification familiale. Il y avait aussi disponibilité des services où les femmes allaient arriver dans les structures sanitaires gérées par les églises et comme les méthodes de planification familiale étaient contre-indiquées, la majorité des structures sanitaires gérées par les églises, les femmes n'avaient pas assez d'accès pour les méthodes de planification familiale. Il y avait aussi les problèmes financiers où les seules méthodes qu'elle allait trouver dans les marchés noirs, c'était l'injection de dépôts provérants et ça coûtait $20. Et ce n'est pas toutes les femmes qui allaient accéder à ça à cause des pauvretés et les misères. Et puis, il y avait aussi les problèmes culturels et religieux qui faisaient à ce que les femmes n'avaient pas accès aux méthodes de planification familiale. Pour nous, MSF, qu'est-ce qu'on a mis en charge et qu'on a mis en place sur terrain? Nous avons commencé la formation sur les Sayana-Press. On a fait la sensibilisation, on a fait la formation. Et puis, on a appris les femmes comment s'injecter sel. Et les femmes étaient hyper contentes parce que c'est le service qui n'a pas besoin de personnel médical et n'a pas besoin d'être hospitalisé, n'a pas besoin de suivi. Autre stratégie qu'on avait mis en place, c'est pour résoudre les problèmes géographiques. Nous avons recruté les points focaux et nous avons ouvert les cases d'écoute. Alors, qu'est-ce que les femmes faisaient dans les cases d'écoute? La personne qui travaille dans les cases d'écoute, c'est la personne choisie par les femmes. En fait, dans chaque village, il y a toujours une femme à qui toutes les femmes du village font confiance. Alors, tout le monde venait adresser leurs problèmes à la femme à qui il fait confiance. Et ce sont les femmes à qui nous, MSF,
nous avons choisi de travailler avec. Et ça a été plus facile parce que toutes les femmes venaient rassembler leurs besoins et la personne, elle vient et récupère, je ne sais pas, 50 doses ou 20 doses pour toutes les femmes. Après, elle fait les distributions dans les villages. Et autre avantage qu'on avait trouvé quand on a mis en place ces Sayan après c'est sur terrain, comme on le savait, dans nos pays en voie de développement, les femmes sont sous-estimées, les besoins des femmes sont sous-estimés. On a trouvé même les femmes des leaders religieuses, les femmes des pasteurs, les femmes des chefs de village, les femmes des autorités coutumières qui venaient aussi chercher les méthodes de planification familiale en cachette. Et c'est là où ça a facilité aussi les systèmes d'auto-prise en charge parce que les femmes allaient trouver les méthodes en cachette, elles peuvent s'injecter seules et n'ont pas besoin d'assistance médicale. Et nous avons aussi, ce que nous avons fait aussi pour faciliter ça, nous avons travaillé aussi avec les agents de sensibilisation communautaire pour parler avec la communauté sur les méthodes. Et le réussite des méthodes est que toutes les femmes étaient contentes de trouver le service à côté d'eux. Et puis, c'est les méthodes en long terme, surtout au Congo, où il y a souvent les problèmes de guerre, même si elle a besoin, elle ne peut pas se déplacer pour arriver à nos structures sanitaires MSF. Voilà ce que j'ai mis en place pour les méthodes de planification familiale Sayana Press au Congo. Et le réussite qu'on a trouvé, c'était que les femmes étaient vraiment contentes de trouver les services gratuits, efficaces et accessibles. Et deuxième thématique, je sais que Nelly et Joanne, vous avez déjà parlé de ça, mais je vais juste faire les briefs sur les activités de prise en charge des avortements sécurisés. Comme vous le savez, dans nos zones d'intervention dans les pays en voie de développement, les femmes sont violées, kidnappées, et chaque fois, elles se trouvent avec les grossesses non désirées. Et chaque fois, une femme porte une grossesse non désirée, elle cherche les moyens de s'en débarrasser. Et c'est ce qui causait la vie des femmes en danger. Et il y avait beaucoup de mortalité maternelle à cause des avortements non sécurisés. Alors, pour nous, MSF, qu'est-ce que nous avons fait sur le terrain? Nous avons mis en place les systèmes de faire auto-prise en charge, mais on fait avec sécurité. Chaque fois, si les femmes arrivent à demander les services, on donne les médicaments et rentre à la maison avec les médicaments sous instruction du personnel médical. Elle prend les médicaments à la maison, elle commence les procédures d'avortement jusqu'à la fin. Et nous, l'équipe médicale, on fait que les suivis en remote contrôle au téléphone. Et ça a bien marché et ça a beaucoup aidé les femmes. Ce qui a fait à ce que les femmes ont plus aimé le système d'automédication et auto-prise en charge sur la prise en charge des avortements, c'était plus la confidentialité. Et au Congo surtout, il y avait plus les limites, l'hypocrisie. Et comme tu sais, dans les villages, tout le monde se connaît. Si on voit une jeune fille qui vient chercher, qui vient à l'hôpital seule, tout le monde se pose la question et tout le monde cherche à savoir pourquoi elle vient à l'hôpital. Ça a mis beaucoup de femmes en insécurité. Elle ne veut pas rester à l'hôpital. Elle ne veut pas que tout le monde sache qu'elle est à l'hôpital et pourquoi elle vient à l'hôpital. Mais avec le système d'auto-prise en charge, ça a plus donné les femmes accès aux soins médicaux et ça a plus donné la femme les confiance de la confidentialité de leur prise en charge. Et voilà ce que nous avons mis en place pour les services auto-prise en charge. Et puis, pour les systèmes des avortements, après, on a continué avec le système de Sayana Press. Après les avortements, on donne les méthodes de planification familiale. C'est clair qu'il y en a assez de besoins sur le terrain. Il y en a beaucoup de femmes qui en auront besoin. Et dans nos stratégies, à chaque pays où on avance, on essaie à mettre les mêmes stratégies en place, case d'écoute, donner l'accès aux femmes, et puis ça les donne aussi
l'accessibilité aux soins. Et ça résout aussi les problèmes géographiques. Voilà ce que je voulais partager avec l'audience. Merci. Merci beaucoup, Furaha, et merci à Nelly. Très intéressant et toute une expérience complexe et importante. Alors, je voulais encore vous dire bienvenue à cette session. Je représente notre panel. Moi-même, je suis Joanne Cyr, je suis psychologue et spécialiste en promotion de la santé, éducation du patient et l'engagement communautaire. Nous avons avec nous Nelly Stadelini, qui est référente pour tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, santé maternelle, dans le bureau ici en Suisse, MSF Suisse. Et Furaha, elle est avec nous de Burkina aujourd'hui. Elle est congolaise et une référente de nos activités en santé sexuelle et reproductive dans plusieurs projets. Alors, je vous remercie et je vous invite de mettre vos questions dans le Q&A en bas. Vous voyez, il y a une Q&A. Pour toutes vos questions, on va tenter de vous répondre en panel. Alors, merci encore. On va montrer un tout petit vidéo pour montrer ce qui est l'autodépistage, l'autotest. Allez-y. Merci. Merci, Furaha. Merci. Je sais te déranger un peu, il y a un autre. Aller avec la vidéo. Il y a un petit délai, tout petit délai. Donc, si vous pouvez commencer avec une des questions, Joanne. OK. Bon, j'ai une question. En tant que femme et professionnelle de la santé, avez-vous été victime de discrimination de votre lieu de travail? Si oui, comment l'avez-vous géré? Alors, je veux bien garder le sujet de l'autoprise en charge de la santé. Moi-même, je dirais non. Je me compte chanceuse d'être du Canada et vivant à Genève. J'ai accès à ce que j'ai besoin. Et j'ai un réseau aussi quand je suis au mission dans le projet. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas des collègues qui pourraient être peut-être discriminés. Nelly, peux-tu ajouter? Peut-être on peut aussi laisser parler Furaha. Moi, j'ai juste un exemple en tête. Quand on a ouvert le projet à Mossoul, je me demande même quand on a ouvert aussi au Liban, où on s'est dit que peut-être les gens d'origine africaine, je me souviens de cette discussion. Et en fait, on a essayé et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de problème, et que ça s'est très bien passé. Donc, je pense qu'on a aussi de temps en temps des constructions mentales et voilà, il faut le faire. Après, on a aussi à MSF des stratégies dans un certain nombre de contextes de réduction d'exposition à un certain type de personnel. Donc, on est quand même au courant de potentielles discriminations. Donc voilà, on essaie de lutter contre ça, mais de temps en temps, on fait aussi des stratégies de mitigation pour éviter que les gens soient exposés. Furaha, je ne sais pas, toi, si tu veux partager ton expérience. Peux-tu allumer ton vidéo Oui. Oui, merci. Oui, justement, pour mon expérience, j'avais eu beaucoup d'agressions, surtout avec les autorités religieuses. J'avais eu aussi les attaques avec les hommes qui suspectaient que je faisais les méthodes de planification familiale en cachette chez leurs femmes. Et voilà, chaque fois, j'étais convoquée avec les autorités religieuses que mes responsables terrain ou les responsables médicaux m'accompagnaient toujours pour parler avec eux. Et pour moi, j'ai compris que vraiment, c'est les besoins des femmes, parce que même si elles disaient que c'est contre-indiqué, et c'est les femmes des pasteurs, par exemple, qui venaient en cachette, et surtout le dimanche,
parce que c'est que dans nos structures, il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà, ce sont les challenges que j'ai trouvés quand partout, ce n'est pas seulement au Congo, mais partout où je commence. Désolée, je pense que... Les religions, même s'il y a le consentement de son mari. Oui, voilà, ce sont les challenges que j'ai trouvés. Et puis, les femmes en post-opératoire, elle a vraiment les complications obstétricales, qu'elle a besoin de contraception. Et voilà, ce sont les deux agressions. Bon, je vais remercier Farah. Je pense que la connexion n'est pas très bonne. Alors, merci Farah, merci Nelly. Vous me faites penser à une question que je voulais vous poser, l'importance de l'engagement communautaire, parce qu'en effet, ça touche à ce sujet. Comment c'est important de parler à des membres de la communauté, notamment aussi il y a une question ici, les hommes et les maris, est-ce qu'ils sont impliqués dans nos projets et nos interventions? Nelly, veux-tu répondre? Farah, unmute. Faut que tu mettes ton micro. Pardon. Oui, oui. Quand j'ai remarqué les problèmes des hommes qui ne voulaient pas que leurs femmes prennent les méthodes de contraception, ça leur a vie, nous avons intégré notre département de sensibilisation, les HP, pour parler avec la communauté. Et chaque fois, on a organisé les groupes des hommes, on a organisé aussi les groupes des femmes, et puis on a organisé les discussions communes, et ça a marché. Super. Très bien. En fait, on parle beaucoup ces dernières années d'aller encore beaucoup plus loin, de pas juste consulter des communautés, mais les impliquer dans le dessin, l'implémentation et l'évaluation de nos projets. Il faut avoir un feedback, un retour de nos communautés et nos patients sur les soins, les options qu'on donne et si elles sont satisfaites, s'ils ont compris les arguments et les bénéfices. Oui, justement, à mon expérience, jusqu'à ce que j'ai terminé l'émission au Congo, qu'il soit à Boga, qu'il soit à Mambasa, et les hommes étaient déjà impliqués. Et même, elles demandaient déjà les méthodes de planification familiale. Parfois, et même, elles demandaient aussi les ligatures de trompe s'il y a les césariennes où la femme elle a déjà plus de 6 enfants. Il y avait le récit. Oui. Super. Bon, merci. Il y a une autre question de Madeleine. Avez-vous des projets sur la santé mentale? Peut-être je vais répondre, vous me permettez? Oui, bien sûr, on a des projets sur la santé mentale, presque intégrés à peu près tous les projets. Vraiment une évolution depuis quelques années qu'on reconnaît dans des contextes où il y a de la guerre, des conflits civils, des déplacements, des réfugiés, dans les catastrophes et discrimination, disons, de populations qui sont négligées ou n'ont pas accès à des soins. Dans tous ces contextes, c'est important de considérer la santé mentale et le soutien psychosocial. Alors, en effet, ça fait partie de mon rôle depuis 10 ans d'intégrer l'aspect de santé mentale et soutien psychosocial dans les projets de maladies chroniques, de santé sexuelle et reproductive, etc. Alors, une bonne partie de nos staffs sont formés, soit formellement ou informellement par MSF, pour donner un counseling ou des services de santé mentale. Merci pour la question. Je voulais aussi... je voulais juste compléter cette histoire de santé mentale et faire le lien avec l'auto-soin, parce que ça a été clairement une on appelle ça des topics, des thématiques
qui a beaucoup, enfin avec des demandes qui ont explosé avec le Covid et où on a très vite pu mettre en place des soins à distance, c'est-à-dire avec des caméras par téléphone, avec des hotlines et des choses comme ça. On a notamment testé ça en Grèce, en Palestine, en Colombie, donc sur différents continents, avec des très bons résultats. Et même, on se pose la question si aujourd'hui, on ne peut pas continuer ces stratégies, même quand il n'y a plus Covid, enfin, ou en tout cas quand c'est plus la grande préoccupation dans certains contextes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une stratégie alternative pour qui, pour certains, c'était une valeur ajoutée de ne pas devoir se déplacer, de ne pas devoir se montrer, et puis de garder peut-être plus de confidentialité. Super, merci. Je voulais rajouter par rapport à nos projets, surtout avec le VIH, exemple, ou dans les contextes où il y a de la violence sexuelle, on travaille beaucoup avec des pairs, c'est-à-dire des éducateurs, promotrices, qui sont des personnes qui proviennent de les contextes propres, les communautés propres, qui sont plus difficiles. Et en fait, nos patients, nos populations ont souvent beaucoup de confiance en eux. Alors, ça fait partie importante de ce qu'on fait. Et j'ai formé depuis des années des médiateurs culturels, des conseillers et des éducateurs en perse, qu'on dit, des projets dans la route obligatoire en Amérique centrale, où ce qu'on a impliqué même des jeunes hommes, jeunes femmes et jeunes transgenres de toutes les identités, orientations, pour assurer que les jeunes adolescents peuvent s'identifier et approcher facilement pour accéder à des soins. Alors, j'ai une quatrième question et après peut-être vidéo. Alors, from Erika, bonjour à vous. Comment pouvez-vous nous parler comment cette approche voit le jour dans les camps où les femmes ont peu d'intimité? Très bonne question. Nelly ou Furaha? Nelly, vas-y. La question de quoi? De l'auto-soin? Comment, oui. Comment cette approche voit le jour dans les camps où les femmes ont peu d'intimité? Bah, je sais. Alors après, je peux prendre l'exemple là récent des réfugiés du Tigré qui sont arrivés au Soudan, où pour plein de raisons, c'est assez compliqué en fait d'organiser l'aide encore aujourd'hui. Et donc, au moment où on n'avait pas pu commencer à faire nos activités de maternité, on a distribué des kits d'hygiène pour que les femmes puissent accoucher dans le camp, dont on savait qu'elles auraient plus, notamment d'intimité, que dans nos structures qui ne permettaient pas ça. Alors maintenant, les choses ont changé, mais je pense que l'auto-soin, le fait de faire ça chez soi, effectivement, permet plus d'intimité. Je pense aussi à la manière dont on a mis en place les activités de santé mentale. Une des questions qui s'est posée, c'est de pouvoir garantir de la confidentialité pour que les gens puissent s'ouvrir. Et si on ne met pas ça en place, les gens ne viennent pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin, mais ça veut dire que nous, on doit développer ces stratégies alternatives, peut-être par téléphone ou à distance, ou aller les voir chez eux, là où l'intimité permettra la confidentialité. Super. Merci beaucoup. Farah, tu voulais ajouter? Oui, ce que je voulais ajouter sur l'approche communautaire qu'on avait fait des cases d'écoute. Et comme tu le sais, en Afrique, dans les villages, il y a toujours une seule femme à qui tout le monde fait confiance. Et toutes les femmes viennent chez la femme avec leurs problèmes. Et dans les communautés, avant de recruter la personne, il n'y avait pas d'autres critères que laisser la communauté elle-même choisir la personne à qui il fait confiance. Et parfois, c'était les accoucheuses traditionnelles qui font accoucher toutes les femmes et puis toutes les femmes lui faisaient confiance. Pour moi, mon expérience terrain, j'ai trouvé qu'avec l'approche communautaire qu'on avait fait des cases communautaires, ça a plus marché parce que beaucoup de femmes ne voulaient pas venir à l'hôpital parce que les gens vont se poser la question pourquoi tu es là. Et comme tu le savais au village, les gens se connaissent.
Voilà, c'est ça la réussite qu'on avait trouvée avec l'approche communautaire. Mais ça n'empêche pas de laisser la porte ouverte aux femmes qui veulent venir à l'hôpital. Il y a les femmes qui venaient à l'hôpital librement et sans problème, et puis on les servait aussi. Voilà. Super. On les a formés comme agents de santé communautaire. Souvent, elles accompagnent les femmes jusqu'à la structure, n'est-ce pas? Exactement. Et puis, ce n'est pas comme le personnel médical, on ne les donne pas les médicaments. Elles ont juste les petits endroits où, comme si dans un endroit privé des femmes, parce que souvent, tu vois, dans nos zones d'intervention, les cultures ne permettent pas les hommes et les femmes de rester ensemble. Il y a les coins des femmes et il y a les coins des hommes. Et puis, si une femme arrive, personne ne sait pas pourquoi elle vient voir la dame. Parce que toutes les femmes des villages viennent chez elles, elles viennent avec les différents problèmes. Peut-être elles ont des problèmes dans leur foyer avec leur mari. Personne ne sait pas pourquoi elles viennent. Ça a été plus confidentiel que venir dans les structures sanitaires. Et c'est ça la réussite des Sayana Press au Congo. Bon, très bien, merci. Vous avez bien souligné les barrières et comment on commence à vraiment, à chaque fois, surmonter ces barrières et être à la réponse de les besoins de nos populations et nos patientes. Alors, je voudrais passer maintenant pour le vidéo. Si vous êtes prêts, merci. Merci vraiment à Farah et Nelly, vous avez une expérience incroyable. Merci. Merci pour votre input. Merci à toi, Joanne. I-HIV ifike kabi besisaba sibantu ukuthi uma unayo awumukeleki kahle embangweni, so besisaba-ke kutesta ukuthi sokuthi esibhedlela nje ukuthi boyotesta lekutihlola simo sabo sengadi sekwehlukene kabili kunalolu hlolo lolujwayelekile lebesithi lapho uhlatshwa khona kuphumela ithonsi lengadi bese kuba nalelo lesikhuluma ngalo lesithi yi-self-test. Kulolu hlolo lolu uyalithatha uhamba utihlole wendlule utinakekele. Lokhu kusho ukuthi kubakhuthathile bomake ukuthi babe nesibindi bekuthatha impilo yabo bayibeke etandleni tabo bakhone ukutinakelela bona bendlule basite kumbe balahlakekele kumbe nalabanye. Okay, kuthe ekuhambeni kwesikhathi kwavela ukuthi leti hlobo tami lebe ngitinakekela beti-HIV positive. So ngase sengiyahamba ngiyawutihlola simo sami khona. So ngatitesta ngativalela ekamereni. Ngaqala isikhathi sami ngatitesta ngakwenza-ke ukuthi kunamunye umntayeni lapha kusini ngabona ukuthi hayi shothi ngihlopile ngase sengiyakhona-ke kuphuma ngixoxe nebantu abakithi ukuthi bese kukhuthathako-ke bomake ukuthi kumqoka ukuthi qhubeka make utata isimo sakho sengadi kutokusita lokho ukuthi uhlale udade ukuthi isimo sakho sengadi umephi nangabe kutholakala ukuthi ligciwane le-HIV kusede engadini utokhona ukutivikela ukuthi ugcine unganalo. Nangabe futhi sekutholakele ukuthi sewunalo sikhuthatha phela ukuthi impilo iyachubeka wakho kutinakekela uye emtholampilo lodutane nawe lapho utawukhona kufike unakelelo khona uqale khona ukuqaliswa emaphilisi ekuthini beda ligciwane. Ngichazile-ke nge-self-testing angithi bantu abathandi-ke esibhedlela but uma uthole yona utihlelele endlini uwedwana utitesta kepha ne-self-testing yena uthi uma ubona uthi cha ngiyabonga ngihlobile. Bon, je trouve pour moi, c'est vraiment un témoignage qui vient rassembler toutes les informations qu'on a reçues aujourd'hui, que Joanne, Nelly et Farah ont partagé avec nous.
Et une des positives du côté COVID, c'est que comme nous ne pouvons pas être ensemble dans une salle aujourd'hui, on a pu inviter nos collègues à Burkina Faso et en Genève pour nous joindre. Et je vous remercie les 3 conférencières parce que je trouve que ça a vraiment enrichi la discussion, en particulier la participation de Furara. Il y a tellement eu des difficultés techniques, même pour la préparation. Donc, je vous remercie, mes belles dames. Et aussi, je remercie toutes et tous les participantes d'être avec nous aujourd'hui. Vraiment, j'espère que vous avez pu comprendre un peu comment MSF fait de leur mieux pour encourager l'autogestion de la santé, de mettre les patients au centre de leur santé, leur donner les outils pour se garder en santé. J'aimerais vraiment aussi remercier tous mes collègues que ne vous voyez pas, mais qui ont aidé à organiser et pour le déroulement de cet événement. Donc, sans chacun d'entre eux, ça n'aurait pas pu fonctionner du tout. Donc, on va clôturer ici. Si jamais vous avez des questions, vous avez notre site web. Il y a aussi le site web pour la Journée internationale des femmes qui donne beaucoup d'autres informations, ainsi les vidéos encore. Et si vous êtes un donateur, bon, vous avez toujours les infos de contact pour votre chargé de donateur. Donc, encore un grand merci et je vous souhaite une bonne fin de journée.